peu tard cette année, je le reconnais et j'en suis le responsable, donc je l'assume. Je m'appelle Albert Herskovitch de Mémorial 98 et en effet, je reconnais qu'on s'y est pris tardivement, pris par des tas d'autres choses, des publications, des déclarations sur Zemmour, sur ceci, sur cela, l'organisation dans le cadre du RAR, du rassemblement du 19 septembre. Bref, notre programme a été perturbé. Néanmoins, je salue tous ceux qui sont là et je vous propose juste qu'on dise quelques mots les uns et les autres et qu'on chante après tous ensemble le chant des marais et qu'on rende ainsi hommage aux victimes de la nuit de cristal, qu'il ne faudrait pas appeler la nuit de cristal d'ailleurs. Vous savez qu'en Allemagne, la nuit de cristal, c'est un terme un euphémisme inventé par les nazis qui ont voulu ainsi se moquer un peu de ce qui s'était passé. Et la nuit de cristal fait allusion aux vitres cassées dans les synagogues, dans les magasins, etc. En Allemagne, on appelle ça November Reichspogrom, le pogrom organisé par le Reich en novembre, le 9 novembre 1938. Et voici mon ami Armen Tachi, de la jeunesse arménienne, qui arrive pour se joindre à nous. Si, c'est vrai, au moment crucial. Et donc, ce qui s'est passé, juste un petit plongeon dans le passé. En octobre 1938, le régime nazi expulse 35 000 juifs polonais qui vivaient en Allemagne et les renvoie vers la Pologne, des immigrés. La Pologne dit, ces gens-là ont vécu plus de 5 ans en Allemagne, ils ont donc perdu leur droit à la nationalité polonaise. Donc, nous ne les acceptons pas en retour. Il y a quelque chose de vertigineux actuellement, bien qu'il ne faut jamais faire de comparaison entre la situation actuelle et celle des années 30, et encore moins du nazisme, mais il y a quelque chose de vertigineux quand on pense à ce qui se passe à la frontière biélorusse-polonaise, où il y a des milliers de migrants qui ont été amenés là par le régime biélorusse, par Loukachenko, notamment avec son allié Bachar el-Assad de Syrie. On leur a promis des visas, ils sont là. Les autorités biélorusses les poussent vers la Pologne. La Pologne, dirigée par un régime très réactionnaire également, ne veut pas les accepter. Et donc, ces milliers de migrants sont dans une espèce de... c'est même pas un no man's land. Mais en 1938, c'était vraiment dans un no man's land. C'est-à-dire, ils étaient à la frontière polono-germanique, allemande, et voilà, ils avaient... Et donc, parmi ceux-là, il y avait plusieurs centaines de juifs de Hanovre, dans le nord de l'Allemagne. C'est la ville dont était originaire Herschel Greenspan, un jeune homme réfugié en France. Celui-ci, je m'en tiens à l'explication telle qu'elle a été la plus commune, celui-ci est allé à l'ambassade d'Allemagne et a assassiné un secrétaire d'ambassade qui s'appelait von Rath. Bon. Bref, suite à cela, les nazis, il n'y a eu aucune explosion populaire. Je dis ça parce que j'ai lu encore aujourd'hui sous la plume twittérienne d'un grand dirigeant de la gauche que le pogrom du 9 novembre 1938 était un pogrom de masse et que ça montrait ce qui se passait quand on attaquait les religions. Ça n'était pas un pogrom de masse. Personne n'est descendu dans la rue spontanément pour aller attaquer les juifs. C'est un pogrom qui a été organisé de A à Z par les SA et les SS, sur ordre d'Hitler, de Goebbels
et de Himmler, qui étaient réunis ce jour-là à Munich pour commémorer le putsch de la brasserie. Et donc, suite à cela, je passe tout le reste, des centaines de 2500 morts. On est tout le temps en train de réévaluer le nombre de morts, parce qu'il y a eu les morts, il y a eu les suicides, il y a eu les conséquences, etc. Et donc, les mises en camp de concentration. Bon. Là où la situation a été terrible aussi, c'est à Vienne, en Autriche, qui à l'époque faisait partie du Reich allemand, puisque depuis l'Anschluss de mars 1938, l'Autriche était allemande. À Vienne, les SS et les nazis locaux étaient particulièrement déchaînés. Vous connaissez ces images, ou vous ne les connaissez pas, des juifs de Vienne qui sont obligés de nettoyer par terre avec des éponges et des brosses à dents les inscriptions antifascistes. Le jour de l'Anschluss, ils ont été obligés de s'habiller en habits de fête pour fêter le fait que ça devenait que ça rentrait dans la domination nazie. Et, point positif, aujourd'hui en Autriche est inauguré un monument à la mémoire des 46 000 juifs autrichiens, tout petit pays l'Autriche, qui ont été exterminés pendant la guerre. Bref, et j'en viens, et j'essaye de conclure sur ce point. Ce qui s'est passé en France, c'est le dernier point que je veux aborder. Il y a eu, contre la nuit de cristal, bien sûr, il y a eu des réactions dans des tas de pays, notamment dans les pays anglo-saxons. En France, hélas, la réaction officielle, celle du gouvernement, a été lamentable, dramatique, inexistante. Le Parlement français, l'Assemblée nationale, n'a pas tenu de débat sur la nuit de cristal, contrairement aux autres parlements en Grande-Bretagne et ailleurs. La gauche a protesté contre ça, mais elle était minoritaire déjà à ce moment-là, en 1938. Notamment le Parti socialiste, communiste et les autres ont protesté. Et pire que cela, et vous allez voir qu'il y a un petit lien avec l'actualité, 3 semaines après la nuit de cristal, fin novembre 1938, von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères allemand, vient à Paris pour négocier, etc. Il est reçu en grande pompe et il y a un dîner de gala qui est organisé pour lui, mais problème, dans le gouvernement de l'époque, il y a 2 ministres qui sont juifs, ou à moitié juifs, Georges Mandel et Jean Zay, qui était à la fois protestant et juif. Que faire? Le gouvernement dit, vous ne paraîtrez pas à ce dîner pour ne pas agacer M. von Ribbentrop. Et par une espèce de projection incroyable, il y a un autre repas avec la famille von Ribbentrop. En janvier 2020, c'est Jean-Marie Le Pen qui le raconte. Dans son interview au Monde, il y a un déjeuner dans le grand hôtel de Bristol entre monsieur et madame Le Pen, Éric Zemmour et madame von Ribbentrop, la fille de l'ancien ministre des Affaires étrangères de Hitler, dont je vous rappelle qu'il a été condamné à mort et exécuté au procès de Nuremberg. Et Zemmour se vante, ce repas est raconté par Le Pen dans l'interview récente dans Le Monde, dans laquelle il dit qu'il soutient Zemmour, et Zemmour se vante de cela et du soutien que madame Brigitte von Ribbentrop, qui est à Berlin, lui apporte. Vous voyez comment l'histoire nous percute à de nombreux points. Voilà, donc en France, nous sommes actuellement, je vais conclure pour laisser la parole aux autres qui ont préparé des interventions et qui vont pouvoir les faire malgré la faible assistance, mais tout est filmé et tout sera diffusé à la fois par notre ami et grand
soutien et vidéaste Bernard-Henri Beccarelli, que je remercie une fois de plus, comme à chaque fois, quand il se déplace tout à fait bénévolement pour filmer et rendre compte après de ce qui s'est passé. Et nous avons une plateforme, Madame Média... Pardon ? Visio Média Presse, chaîne YouTube, que vous pourrez aussi regarder. Et donc en France, nous sommes actuellement dans une situation vraiment difficile. Chacun le sait, ici il y a des gens qui sont déjà bien informés, mais on se demande comment c'est possible en 2021, comment c'est possible en 2021 que tout l'été, il y ait des manifestations sur le thème du Covid, dans lequel on brandit des pancartes sur le thème qui profite de cela, qui, sous-entendu les juifs, les francs-maçons, tout ce qu'on veut, enfin essentiellement les juifs, et dans lequel un candidat à l'élection présidentielle qui porte un patronyme juif de plus, multiplie les déclarations racistes depuis qu'il a commencé sa carrière, mais depuis 2014, et en accentuant les choses, s'est lancé dans une entreprise révisionniste visant à réhabiliter Pétain et à défranciser, par exemple, enfin bon, je ne vais pas énumérer tous les méfaits de Zemmour, qui est un sous-produit du Front National. Donc je ne vais pas multiplier ça, que nous connaissons tous. Je vais m'arrêter là et dire on a du boulot dans les mois à venir. Voilà, je vous remercie d'être là, malgré les circonstances dont j'ai dit qu'elles étaient liées à une préparation un peu chaotique. Merci à vous et je passe la parole à Jacques Lefkovitch, président de l'Union des Juifs pour la Résistance et l'Entraide, que je suis heureux d'accueillir ici et à qui je donne le micro. Merci, cher ami. Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938, des synagogues ont été incendiées dans toute l'Allemagne, en Autriche et dans les Sudètes, annexées suite aux accords de Munich entre Hitler, Chamberlain et Daladier. Des membres des SA et des SS ont brisé les vitrines des magasins juifs, démoli les maisons des citoyens juifs et maltraité leurs habitants. Le bilan officiel est de 91 morts, 267 lieux de culte et de congrégation détruits et 7500 magasins dévastés. En fait, bien plus de 1300 personnes sont mortes pendant et directement à la suite des émeutes, et au moins 1400 synagogues ou maisons de prière ont été gravement endommagées ou complètement détruites en Allemagne et en Autriche. Cette insurrection a été baptisée de nuit de cristal. Pour les historiens, c'est la nuit des pogroms. Dans les jours qui suivirent, 30 000 juifs furent déportés vers les camps de concentration de Dachau, Buchenwald et Sachsenhausen. Cet événement mérite d'être commémoré en lui-même, mais il résonne fortement avec l'actualité, sans anachronisme, mais néanmoins avec une observation sur la montée de l'extrême droite en Europe et en France. Car chacun a pu remarquer dans la dernière période l'offensive croissante des propagandistes des thèmes d'extrême droite dans les médias et les réseaux sociaux. À partir d'une vision essentialiste de la nation, se construit une obsession de l'appartenance de chaque individu ou groupe à une identité supposée, qu'elle soit de type ethnique ou religieuse, donnant lieu à stigmatisation et xénophobie. Mais la survenue de ce phénomène ne doit rien au hasard. Elle est à rattacher à la situation en France et dans le monde, qui est celle d'une crise profonde du mode de production capitaliste, qui a eu non seulement des conséquences économiques et sociales, mais également morales et culturelles. Après l'effondrement des systèmes mis en place dans les pays du bloc de l'Est, s'est institué dans les pays occidentaux un climat idéologique d'acceptation ou d'accompagnement de la domination du capital financier.
les êtres humains assaillis par les difficultés de la vie quotidienne ont été conduits à se réfugier dans un rêve religieux ou dans la recherche de boucs émissaires au détriment des idées d'émancipation humaine. Le développement du complotisme a ouvert la voie dans ce domaine. Les manifestations de haine se sont multipliées. Quant au capital financier, il n'a pas hésité à saisir l'opportunité qui se présentait en observant tout le parti qu'il pourrait tirer de la division de ses adversaires potentiels. Les chapitres de ces discours de haine sont très connus. Les immigrés sont accusés mensongèrement de bénéficier outrageusement par rapport aux nationaux de prestations sociales, de voler le travail des Français, d'être les principaux facteurs de l'insécurité. Zemmour y ajoute la misogynie, l'homophobie, l'exaltation du virilisme. Mais il faut rappeler que dans un contexte marqué de... Excusez-moi. Dans un contexte marqué depuis les meurtres de Sébastien Selam et Ilan Halimi, soit depuis plus de 15 ans, par des meurtres à motivation antisémite, les récentes manifestations de protestation contre la politique sanitaire du gouvernement ont été entachées par de nombreuses expressions d'antisémitisme. Dans ces conditions, quoi d'étonnant lorsqu'on en relève dans la prose de Zemmour des propos xénophobes allant jusqu'à même valider les thèses antisémites. L'énumération est édifiante et je ne vous la infligerai pas, mais en particulier la remise en cause de l'innocence du capitaine Dreyfus et l'approbation de la soi-disant politique d'échange entre les juifs français et les juifs étrangers sont totalement nauséabonds. Il ne suffit pas de dénoncer cette montée de l'extrême droite. L'urgence est de réfléchir aux conditions d'une lutte efficace contre celle-ci. Deux éléments liés entre eux nous paraissent fondamentaux. La lutte contre l'extrême droite suppose une vigilance tenace de tous les jours qui ne peut être menée efficacement si chaque groupe stigmatisé agit seul pour la défense des siens. Ce serait reproduire en miroir les identités attaquées par l'extrême droite. Le nécessaire combat contre les idées xénophobes doit être mené dans le cadre du rassemblement le plus large possible, éloigné de toute exclusive. En conséquence, la lutte contre l'idéologie d'extrême droite doit être menée au nom de valeurs du type de celles décrites et garanties par la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Mais cette lutte restera inféconde si ne sont pas prises un minimum de mesures visant à la sortie de la crise générée par la domination du capital financier. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Excusez-moi, je réglais quelques détails en même temps. Je donne la parole à Gilles Manseron de la Ligue des droits de l'homme, qui doit partir après. Voilà. Mais qui est un fidèle de ce rassemblement qui est important. Et bravo Albert de le maintenir avec autant de persistance et parce que c'est vraiment un événement emblématique. Un de ces événements sur lesquels on est sidéré quand on se repenche sur eux, de l'écart entre l'horreur des crimes commis et la faiblesse des réactions de protestation. En particulier du côté français à l'époque, ça a été dit, et je crois que c'est un sujet de réflexion, vraiment, comment se fait-il qu'il n'y a pas eu d'indignation à la mesure de ces que l'on découvre avec le temps et dont on mesure l'importance. Voilà, donc je reprendrai l'idée finale qu'Albert Esrovitch a exprimée à la fin de son intervention, à savoir nous avons beaucoup de travail. Nous avons beaucoup de travail parce que nous sommes dans une période où les repères se perdent. Et l'idée pourtant élémentaire, pourtant simplissime, qu'il faut combattre toutes les formes de racisme, tous les racismes, quelles que soient les cibles de ceux-ci, ben cette idée, elle se dissout, elle se perd, on a du mal à la maintenir et c'est vraiment un problème dans le contexte d'aujourd'hui. Pourtant,
combattre l'antisémitisme, combattre toutes les autres formes de racisme, y compris ceux qui sont hérités du passé colonial de la France et dont on a eu récemment à commémorer un épisode tragique en plein cœur de Paris. Eh ben, c'est quand même une tâche qui nous incombe, qui incombe aux citoyens, qui incombe à tous ceux qui se réclament des droits de l'homme et qui n'est malheureusement pas assumée par tout le monde. Voilà. Donc, on a beaucoup de travail pour rassembler les volontés de réagir à toutes les formes de racisme, quelles qu'elles soient. Monsieur. Merci beaucoup, Gilles. Je tiens juste à signaler, pour ceux qui ne le sauraient pas, que Gilles Manceron, qui est à ma droite là, est extrêmement impliqué et a été récemment, il n'a pas prononcé le mot du 17 octobre 1961, mais c'est quelqu'un qui est, au point de vue historique, militant, culturel, politique, un des acteurs principaux de ce travail de redécouverte et d'investigation et de vérité autour du 17 octobre 61. Je voulais rajouter un petit mot pour regretter que la Ligue des droits de l'homme n'ait pas pu autant mobiliser. On devrait être beaucoup plus nombreux pour cette commémoration. Mais elle avait, en ce qui la concerne, une circonstance particulière, puisqu'elle a perdu l'un de ses présidents récents, Michel Tubiana, qui était un militant antiraciste, lui-même juif d'Algérie, qui a tenu à défendre cet universalisme dans la réaction aux différentes formes de racisme, qu'il s'agisse des droits des Palestiniens comme de l'antisémitisme en France. Et on a très récemment rendu hommage à sa mémoire, d'où le fait qu'on n'a pas pu se mobiliser comme on l'aurait souhaité pour cette échéance de ce soir, mais qu'il faudra maintenir dans les années à venir. On fera mieux l'an prochain, Inch'Allah. Merci à tous. Armen, notre ami Armen Tachi de la jeunesse arménienne de France, qui nous amène une surprise, dit-il. Bonsoir. Mesdames et messieurs, chers amis, au nom de l'association JAF, Jeunesse Arménienne de France, je tiens en premier lieu à remercier Mémorial 98 et le Réseau d'action contre l'antisémitisme et tous les racismes pour l'organisation de ce rassemblement et leur invitation en ce jour si particulier pour nous, Français d'origine arménienne. Ce 9 novembre est aujourd'hui doublement douloureux. Il marque à la fois la commémoration de la Nuit de Cristal, mais aussi le premier anniversaire du cessez-le-feu de la guerre du Haut-Karabakh. Car oui, il y a tout juste un an, le Premier ministre arménien signait un cessez-le-feu avec l'Azerbaïdjan, mettant fin à une agression sans précédent de 44 jours contre la nation arménienne et le territoire du Haut-Karabakh. La dernière étape d'un génocide, c'est le déni. La Turquie et l'Azerbaïdjan l'appliquent en poursuivant leur massacre un siècle après, au nom du panturquisme. Plus de 5000 morts, une jeunesse décimée, pendant que la communauté internationale restait murée dans le silence. C'est dans ce même silence qu'il y a 83 ans, sur tout le territoire allemand, autrichien et des Sudètes, près de 200 synagogues et lieux de culte sont détruits. 7500 commerces et entreprises gérés par des juifs sont pillés. Et durant cette nuit sanglante, ce seront près de 30 000 déportés vers les camps de concentration. Cette date, elle doit continuer à vivre dans chacune de nos mémoires, et la commémorer nous permet de ne jamais oublier ce dont la barbarie du racisme est capable. Elle nous permet de ne jamais oublier ceux qui ont péri pour que nous vivions. Et parmi eux, je pense aux résistants du groupe Manouchian. Misak et Méliné Manouchian, Marcel Reyman, Olga Bancic, Celestino Alfonso, Joseph Bokzov, Thomas Selek, Spartaco Fontano et tous leurs camarades de l'affiche rouge. Ils apparaissaient ensuite sur cette même affiche au dos de laquelle était inscrit « C'est l'armée du crime contre la France. C'est le complot de l'anti-France. C'est le rêve mondial du sadisme juif. Étranglons-le avant qu'il nous étrangle, nous, nos femmes et nos enfants. » Face à de tels propos, qui se sont d'ailleurs manifestés de manière honteuse et indécente lors des récents rassemblements politiques, c'est à nous d'ouvrir le chemin
et de donner la parole à ceux qui ont été ou sont toujours victimes de ces crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, plus que jamais, à l'heure des crises humaines et culturelles, cette prise de conscience est indispensable. L'histoire des génocides ne s'est pas arrêtée à l'orée du XXIe siècle, et ce n'est pas parce que les aires géographiques s'éloignent que cela ne nous concerne plus. Hier, c'était les Arméniens, Assyriens, Chaldéens, les Juifs d'Europe, les Tutsis du Rwanda et les Cambodgiens. Ce sont aujourd'hui l'Irak, la Syrie, le Burundi et le peuple ouïghour qui sont victimes d'une barbarie sans limite. Alors pouvons-nous seulement commémorer nos souffrances passées sans penser à ces crimes qui perdurent encore? Pourrons-nous faire comme si nous ne savions pas? Nous portons aujourd'hui tous le même message. Rappelons-nous du passé pour qu'il ne se reproduise plus. Agissons au présent pour transmettre aux générations à venir les valeurs de paix, de bienveillance et de justice. Cette même justice qui passe par la pénalisation du négationnisme pour tous les génocides, passés et présents, afin que personne ne puisse remettre en question la douleur ni la peine des survivants et de leurs descendants. Unis, nous combattrons le racisme sous toutes ses formes. Nous honorerons la mémoire de ceux qui se sont sacrifiés afin que nous puissions vivre. Merci. Je voudrais en profiter pour faire un cadeau à Aurare et à mon ami Albert d'une miniature de l'affiche rouge que j'ai retrouvée récemment dans nos archives en plusieurs exemplaires. Et je me suis dit que ce serait la bonne occasion pour le remercier pour toute l'énergie et les efforts qu'il met dans ce combat et cette lutte. Voilà, merci à toi. Merci à toi surtout, Armen. Il nous avait parlé de cette miniature le 19 septembre et il en a fait quelque chose d'extraordinaire. Je vous rappelle que Marcel Reymann, un des grands héros de l'affiche rouge, habitait à quelques centaines de mètres d'ici, dans la rue des immeubles industriels. La rue des immeubles industriels, c'est une rue qui est juste à côté de la Nation, qui est une rue dans laquelle il y avait énormément d'ateliers de confection et dans laquelle il y avait beaucoup de jeunes juifs communistes qui ont participé. Il y avait aussi Lemberger, Jean Lamberger et d'autres. Et j'en oublie évidemment. En tout cas, Marcel Reymann, symbolique. D'ailleurs, il y a un square Marcel Reymann pas très loin. Et le 11e arrondissement, de manière générale, était un lieu de mobilisation extraordinaire. Et je dirais tragiquement, ce même 11e arrondissement a été ensanglanté par les crimes antisémites récents. Ilan Halimi, qui travaillait boulevard Voltaire, Madame Halimi, qui habitait dans le 11e, du côté plutôt Vaucouleurs, et Madame Knoll, qui habitait elle aussi à 2 pas, et dont vous savez qu'elle est non pas une rescapée du Veldiv, comme on le dit, mais quelqu'un qui a pu échapper à la rafle du Veldiv parce qu'il se trouvait que sa mère avait un passeport qui permettait de quitter la France. Voilà. Donc le 11e arrondissement, c'est quelque chose qui, historiquement et au jour d'aujourd'hui, c'est un arrondissement d'immigration, et donc c'est quelque chose qui est extrêmement important. Je te remercie, Armen, vraiment. Oui, il me laisse le sac, en plus. Extraordinaire. Je passe la parole à Philippe Moreau, de l'association Fonds Mémoire d'Auschwitz. Cet été, nous sommes allés à Drancy, là où il y a le wagon, puisque à Drancy, il y a le camp, dans la cité de la Muette, il y avait le camp d'internement et de concentration qui a servi de garde-triage pour envoyer les Juifs à Auschwitz. Vous avez vu que récemment, M. Zemmour a visité Drancy, puisque c'est sa ville d'enfance. Il a fait une mise en scène autour d'une femme à qui il a fait enlever son foulard, qui lui a fait enlever sa cravate, etc. Mais il s'est soigneusement gardé de faire la moindre référence au camp de concentration de Drancy, dont on a commémoré le 80e anniversaire ensemble, puisque s'il avait parlé du camp de Drancy,
ça aurait fait tomber immédiatement son discours de réhabilitation de Pétain, car le camp de Drancy, dans toute la première période, a été géré par des gendarmes et des policiers français, ainsi que le camp de Beaune-la-Rolande et Pithiviers, dans le Loiret. Vous connaissez cet exemple fameux. Dans Nuit et brouillard, il y a une image dans laquelle on voit un gendarme français qui surveille le camp de Pithiviers et Beaune-la-Rolande. Cette image a été censurée. Hein, l'image du gendarme a été retirée. Elle est maintenant réintégrée. À toi la parole, Philippe. Merci. Moi aussi, j'ai passé mon enfance à Drancy. Mais bon, voilà, j'espère que non, mais j'aurais des choses à dire sur où habitait Zemmour, qui dit qu'il vivait dans un quartier populaire, mais c'est pas le problème. Donc voilà, cette année encore, l'AFMA s'associe à l'initiative de Mémorial 98 pour perpétuer la mémoire de ce qui s'est passé pendant la nuit de cristal et rendre hommage aux victimes de ce pogrom organisé par les nazis en 1938. Bon, faut-il rappeler les centaines de morts, les dizaines de milliers de personnes arrêtées, dont certaines déportées dans les camps de concentration, les synagogues brûlées, ça a été rappelé, je n'y insiste pas. Au-delà du nécessaire devoir de mémoire, cette cérémonie, mais en général les cérémonies liées à la mémoire, c'est aussi l'occasion de s'interroger sur le temps présent. Avec la crise sanitaire, nous avons vu déferler sur les réseaux sociaux des thèses complotistes de tout poil. Face à l'inconnu, la tendance à expliquer la situation par des complots n'est pas nouvelle. Aujourd'hui, les réseaux sociaux donnent à ces thèses une résonance démultipliée. Et comme à chaque fois qu'on cherche un coupable, l'antisémitisme ressurgit. On a eu une première vague antisémite sur les réseaux sociaux. Albert a rappelé les manifestations avec les pancartes antisémites dans les cortèges anti-vax ou anti-pass. Et maintenant, nous assistons à une campagne révisionniste menée avec la complaisance de nombreux médias par un sinistre personnage, dont on parlait il y a un instant, qui prétend être candidat à la présidence de la République. Aussi, permettez-moi de vous lire l'éditorial du dernier numéro de la lettre de l'AFMA, éditorial rédigé par notre président Bernard Greenfeld, qui s'excuse de ne pouvoir être parmi nous du fait d'autres obligations. Et je pense qu'il est bon de faire quelques rappels historiques. Tu as commencé à le faire sur Drancy, mais je crois que dans son édito, il met bien les choses là où elles doivent être. Alors, il écrit ceci. La recrudescence depuis 15 ans des actes antisémites et la remise en cause de la responsabilité de Pétain dans la déportation des Juifs français montrent que notre société va mal et qu'il reste beaucoup de travail pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Je ne suis pas le premier à le dire ce soir, mais c'est important de le rappeler. Il y a près d'un demi-siècle, à la suite de Robert Paxton, les historiens ont tordu le cou au mythe de la protection des Juifs français par le régime de Vichy. Les faits sont là et ils sont têtus. Le statut des Juifs d'octobre 1940 a été concocté et promulgué par Philippe Pétain lui-même, sans que les nazis ne le lui demandent. Tout un arsenal de mesures, des recensements aux spoliations, conduisit à faire des Juifs des parias dans la société française, quelle que soit leur nationalité. Dès l'ouverture du camp de Drancy, le 20 août 1941, immédiatement après l'invasion de l'Union soviétique par les nazis et le début des massacres de masse, tous les Juifs sont entassés dans l'antichambre de la mort, réquisitionnés par la préfecture de police. Les déportations débutent le 27 mars 1942, atteignant à certains moments le rythme de 3 convois par semaine. Lors de la rafle du Veldiv, les femmes et les enfants, presque tous français, furent également arrêtés. Pierre Laval demanda de déporter aussi les enfants. Dans l'attente de la réponse d'Adolf Eichmann, les familles avec enfants furent internées à Pithiviers, mais pour alimenter les chambres à gaz et les fours crématoires, les pères puis les mères furent sauvagement séparés des enfants et expédiés à Auschwitz. Plusieurs témoignages plus poignants les uns que les autres décrivent la situation qui en résulta à Drancy lors de l'arrivée du départ des enfants. Au procès Eichmann, il y a 60 ans, ce chapitre fit l'objet d'un témoignage précis de la part de Georges Wellers, qui est l'un des présidents fondateurs de l'AFMA. Lui-même avait été interné à Drancy et il était responsable de l'escalier 8. Ce témoignage constitue un tournant du procès car il établissait qu'en donnant le feu vert aux collaborateurs français, Eichmann n'avait pas été le simple logisticien qu'il prétendait. Tous ces faits ne sont plus des sujets de débat.
Et ils font partie de l'histoire qui, dans notre pays, est heureusement enseignée à nos enfants dès le CM2, puis au collège et au lycée, en 3e et en 1re. Voilà, je pensais que c'était important de rappeler ces choses-là, compte tenu de ce qu'on nous raconte aujourd'hui, et je vous remercie de votre attention. Vraiment désolé. Puisque Étienne... Non, mais je vais m'en occuper, je t'assure, mais je veux te donner la parole. Étienne, j'ai peur de d'écorcher son nom. Dis-nous ton nom. De l'association Ibuka France, association des rescapés du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, dans lequel les autorités françaises sont impliquées, comme vous le savez. C'est le même qui est impliqué, qui a fait, puisqu'on parle de Pétain, qui a fait fleurir la tombe de Pétain 6 années de suite, de 1986 à 1992. Et c'était un homme de gauche. Merci beaucoup, cher Albert. Il est modeste, mais je sais qu'il sait très bien prononcer mon nom de famille qui est Sanzimana. Donc, je suis président d'une association qui s'appelle Ibuka, un mot qui signifie « souviens-toi » en Kinyarwanda. J'avais prévu aussi de faire un bref aperçu historique de ce qui s'est passé cette douloureuse nuit qu'on appelle d'un mot poétique de cristal, alors qu'elle n'avait rien de poétique en novembre, le 9 novembre et le 10 en 1938. Mais je sais que Albert et ceux qui l'ont suivi ont vraiment parlé sur cet aspect, et je vais ici me borner à exprimer ma solidarité en tant que rescapé du génocide des Tutsis, et aussi à rappeler certaines similitudes historiques qui sont frappantes, même si chaque fois que j'ai l'amitié d'Albert et du rare pour intervenir sur des sujets comme celle-ci, je veux vraiment éviter de tomber dans cette facilité de trouver des similitudes historiques, mais rien n'y fait. Quand je suis obligé de relire ce qui s'est passé le 9 novembre 1938, ça me ramène inévitablement à ma jeunesse au Rwanda, à ce qui s'est passé, à ces oscillations, ces signaux faibles que nous n'avons pas vus. Moi, j'étais un jeune adulte, j'avais 17 ans, quand le génocide des Tutsis a eu lieu en 1994. Je ne vais pas dire que j'ai vu beaucoup de choses pendant le génocide, même si j'en ai vu. Dieu sait que j'en ai vu, mais ce que j'ai vu dans la période d'avant est beaucoup plus intéressant. La préparation, la montée vers le chemin vers le génocide, qui est inquiétant, et chaque fois que je suis obligé ou que j'ai le plaisir d'intervenir dans des collèges, dans des lycées, je me focalise sur cet aspect. Et quand je vois ce qui est en train de se passer, quand je vois les informations que je vois dans le froid de la frontière biélorusse, polonaise, ce qui se passe, quand j'entends des mots que nous tous, nous étions effrayés, maintenant avoir pignon sur rue avec quelqu'un, je ne prononce pas son nom, mais c'est la dernière lettre de l'alphabet, et dire des paroles qui auraient choqué tellement il y a quelque temps, mais certaines personnes qu'on considère comme des sages courent derrière lui, et lui, qu'est-ce qu'il est obligé de faire? C'est de courir encore plus vite en allant dans l'outrance. Et je suis obligé de constater que souvent, on ne s'en rend pas compte à quel point ces mots étaient choquants. Et pour avoir survécu au génocide des Tutsis au Rwanda, pour avoir entendu des mots, pour avoir été traité de cafard pendant des années de ma jeunesse, pour avoir été obligé de me lever parce que j'étais Tutsi, et pour avoir vu ce qu'au Rwanda aussi ils ont appelé la nuit du théâtre. C'était une fameuse nuit en 90, quand il y a eu des tirs d'armes automatiques toute la nuit. Et le lendemain, ils sont venus arrêter tous les hommes Tutsis qui avaient des positions administratives, qui avaient des boulots intéressants.
et ils les ont tous mis dans un stade, ça s'appelait le stade régional, dans un quartier populaire de Kigali. Et à partir de ce moment-là, nous avons compris ce qui se passait, même si la plupart des gens l'avaient déjà compris, comme mes parents qui avaient déjà été obligés de fuir le Rwanda dans des pogroms d'avant la solution terminale de 94, si j'ose utiliser ce mot. Donc je voulais ici m'associer à cet événement et remercier encore Albert et vous dire que si nous sommes là, s'il me fait l'amitié de m'inviter, que je viens toujours avec plaisir, c'est que nous sommes obligés de venir dire des mots. Notre devoir est de venir vous dire que nous avons vu cela, nous avons vu la façon dont cette bête grandit et qu'il ne faut jamais se sentir à l'abri, dire que renvoyer cela soit dans les limbes de l'histoire ou dans des endroits du monde où ça ne pourrait pas nous atteindre. Et non, je suis désolé, il faut vraiment rester vigilant. Et c'est ce que l'action de Mémorial 98 du RAR et d'Ibuka, nous sommes là, si nous pouvions servir à quelque chose, c'est de tirer constamment la sonnette d'alarme, de dire que ce n'est jamais terminé et que chaque fois, la nature a horreur du vide, c'est vrai, mais chaque fois que nous baissons la garde, que nous arrêtons de nous indigner et de nous, même aller au-delà de l'indignation, vraiment de réagir avec fracas, c'est qu'il y a des forces qui sont là, qui sont prêtes toujours à repousser, et vous savez, c'est ce qui est en train de se passer. Je suis désolé, mais ce n'est pas du catastrophisme, mais les paroles qui sont prononcées dans une sorte d'indifférence actuellement me choquent et me ramènent à des mauvais souvenirs. C'était vraiment pour rappeler que novembre 1938, c'était hier, c'est vrai, au Rwanda. En 1994, c'était encore plus récemment. Restons vigilants et restons toujours mobilisés. Je vous remercie beaucoup. C'est la première fois que j'entends Étienne parler de ses souvenirs pré et pendant le génocide. Et c'est là, sur une petite place, dans le froid et la nuit qui est tombée, qu'on entend ça. Et ça me touche énormément. Et j'ajoute un point, si tu permets, Étienne, c'est la situation actuellement en Éthiopie et notamment au Tigré. Je ne vais pas faire de la géopolitique, mais il y a une situation qui peut aller vers un génocide. On verra comment ça va tourner. Surtout, j'ai vu avec effroi qu'on reprenait des termes issus du Rwanda. Bref. Jean-Paul Ravo, au nom de l'association de Vigilance Initiative Syndicale Antifasciste, VISA, qui sont des amis et des proches à qui je donne la parole. Merci encore une fois, Étienne, à côté d'Armen. Vous m'excuserez parce que c'est un peu spontané, j'ai rien préparé. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que on est une organisation syndicale. On est une organisation du mouvement ouvrier, même si ça fait un petit peu rétro de dire mouvement ouvrier, mais je m'en revendique. Et qu'il faut dire que pour le mouvement ouvrier, la lutte contre l'antisémitisme depuis l'affaire Dreyfus fait partie de son ADN. Jusqu'à l'affaire Dreyfus, il y avait des ambiguïtés, pour ne pas dire plus, dans le mouvement ouvrier. Et quand Bernard Lazare, le libertaire, Jean Jaurès ont soutenu Dreyfus, il y a eu vraiment un basculement salutaire dans le mouvement ouvrier. Et cet ADN contre l'antisémitisme, nous nous en revendiquons et le syndicalisme s'en revendique et doit être intransigeant par rapport à l'antisémitisme. Donc c'est la première chose que je voudrais dire. Donc à VISA, on lutte contre le racisme parce que quand on est syndicaliste, eh ben, on ne partage pas les gens, on défend tout le monde. Hein, quelle que soit son origine, quel que soit son genre, quelles que soient ses options, sa communauté, etc. Et donc, on lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et depuis quelque temps, c'est vrai que, étant donné, c'est vrai aussi que les populations issues de l'immigration postcoloniale étaient une cible,
ça a été un peu mis de côté et je pense que il faut marcher sur ses deux pieds contre l'antisémitisme et contre le racisme. Je voudrais citer la citation de Frantz Fanon. Quand vous entendiez dire du mal des Juifs, dressez l'oreille, on parle de vous. On parle des gens qui seront les premières victimes, et j'espère que non, et qui sont les premières victimes du nazisme et du fascisme, c'est-à-dire les personnes racisées, mais on parle aussi de tous ceux qui sont derrière, c'est-à-dire les démocrates, les syndicalistes, ceux qui défendent les acquis sociaux. Voilà, pour finir, je voudrais, sans citer, en Allemagne, ceux qui portaient des noms qui pouvaient être des noms juifs ont été obligés de faire des certificats d'arianisation. Jusqu'au XVIIIe siècle, aller rechercher tous les bulletins de baptême. Et quand on entend certains discours, comme parler de la remigration, des noms qui ne sont pas français, on n'y est pas encore, mais la vigilance s'impose. Merci beaucoup. On n'aura jamais autant parlé de celui dont personne ne veut parler, mais dont tout le monde parle. Moi, j'en parle. Et je vous dis, Zemmour, c'est un fasciste. Et sa judéité n'y change rien. C'est quelqu'un qui porte un message raciste, antisémite. Même le grand rabbin Corsia, grand rabbin de France, l'a dit. Raciste, certainement. Antisémite, assurément. Il l'a dit à la télévision, bravo à lui. Il a des choses à se faire pardonner, mais il l'a dit haut et fort. Et je sais à quel point ça dérange certains que ce grand rabbin, et ça change par rapport, auparavant Zemmour était toléré, on l'a même laissé parler à la synagogue de la Victoire. Bref, chers amis, on ne va pas prolonger, l'an prochain, on va réfléchir à une forme qui nous permette de tenir un peu plus longtemps, je ne sais pas comment, parce qu'on tient au Gymnase Japy. Je vous signale, à toutes fins utiles, que les panneaux qu'il y a là, peut-être pas ce soir, il fait trop froid et vous en avez marre, mais ça vaut vraiment le coup de regarder, parce que c'est en mai 41, la rafle dite du billet vert, et elle montre comment, en plein Paris, policiers français, allemands, nazis, gèrent une rafle dont 800 personnes, 800 hommes juifs sont ensuite, ils sont amenés, pardon, excusez-moi, moi aussi je commence à fatiguer, ils sont amenés à Pithiviers, Beaune-la-Rolande, et 800 parmi eux sont déportés directement vers Auschwitz à partir de 42 et meurent là-bas. Et tout ça s'est passé au Gymnase Japy. Ils étaient, vous verrez les photos, ils étaient au premier étage, enfin là-haut, voilà. Ça a été utilisé pour cela, ainsi que la caserne des minimes de la gendarmerie dans le 3e arrondissement et la caserne Napoléon dans le 4e arrondissement. Avant de finir, on va se remettre un coup de chant des marais. Allez, on va se réchauffer en chantant. Et vraiment, merci à tous, à Armen, à Étienne, et à tous les autres orateurs et oratrices. L'an prochain, parité. Commencez par moi. Allez, mets-moi un peu. C'est le chant des marais ou le chant des déportés, les premiers déportés communistes allemands. Il nous semble vivre au calme, au milieu d'un grand désert, où
cesse. Yoché, Yoché, mais un jour dans notre vie, le printemps refleurira. L'hiver déchérir, je dirai tu es à moi. Ô terre enfin libre, où nous pourrons revivre, Merci beaucoup. Merci à Oh là là, l'an prochain, c'est la chorale populaire de Paris qui chantera pour nous le chant des marais. Ouais.